Ma grand-mère a payé 38 000 € pour ce voyage, mais mon père l'a lâchement abandonnée à l'aéroport. Je suis resté avec elle. À leur retour 3 semaines plus tard, mes parents ont blêmi en trouvant un étranger chez nous. Je m'appelle Margot Chardon, j'ai 29 ans. Mes parents avaient 18 jours en Amérique du Nord pour célébrer le vol des économies de toute une vie de ma grand-mère. Ma grand-mère et moi avions 21 jours pour nous assurer qu'ils regretteraient chacune de ces journées. Tout a commencé à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, le 2 décembre, à 6h30 du matin. Mon père a regardé ma grand-mère de 71 ans et lui a dit « J'ai oublié de prendre ton billet. Rentre simplement chez toi. » Elle leur avait donné 38 000 €. Ses valises étaient prêtes depuis des semaines. Elle n'avait pas pu dormir la nuit précédente tant elle était excitée. J'étais censé monter dans cet avion avec eux. Au lieu de cela, j'ai prononcé 5 mots qui ont tout changé, je reste avec elle. Mes parents ignoraient que j'avais trouvé leur email 2 semaines plus tôt. Ils ne savaient pas que j'avais vu leur plan pour placer mamie dans une maison de retraite et s'emparer de sa maison. Et ils ignoraient surtout ce que nous étions sur le point de faire pendant qu'ils sirotaient des cocktails à New York. 6 semaines avant cet aéroport, quand ma famille semblait encore parfaite de l'extérieur. C'était à la mi-octobre quand mes parents ont lâché la bombe. Nous étions au Relais des Épicuriens, le restaurant préféré de ma mère pour faire de grandes annonces, le genre d'endroit où l'éclairage est assez tamisé pour masquer le malaise et où la carte des vins est suffisamment chère pour que les gens se sentent obligés d'être reconnaissants. Mon père a levé son verre. « Nous avons une excellente nouvelle », a-t-il dit en souriant à ma grand-mère de l'autre côté de la table. Nous emmenons la famille faire un grand voyage en Amérique du Nord. 18 jours, États-Unis, Canada, Mexique, Bahamas. La main de ma grand-mère a volé à sa poitrine. Éléonore Beauchamp, mamie Léo pour moi, avait 71 ans. C'était une infirmière à la retraite dont les mains tremblaient encore légèrement à cause de décennies de garde de nuit. Elle était veuve depuis 5 ans, vivait seule dans la maison que mon grand-père avait achetée en 1985, et s'en sortait grâce à sa retraite de base et une modeste complémentaire. L'Amérique, a-t-elle soufflé. Oh mon Dieu, je n'ai jamais. Nous savons, maman, l'a interrompu ma mère. Nathalie Chardon, 48 ans, ancienne consultante en relations publiques, actuellement au chômage mais qui ne l'admettrait jamais. Elle affichait un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est pour ça que nous voulons que tu sois là. Tu as travaillé si dur toute ta vie. Tu le mérites. J'observais l'échange depuis mon siège. Je suis kinésithérapeute, ce qui signifie que je suis formé pour remarquer les petits détails. La façon dont les gens accumulent la tension dans leurs épaules, les micro-expressions qui traversent les visages avant qu'ils ne puissent les contrôler. Le sourire de ma mère était crispé. Sa main serrait son verre de vin avec juste une fraction de force en trop. Victor et moi planifions cela depuis des mois, a poursuivi Nathalie en tendant la main pour tapoter celle de mamie. Nous nous occupons de tout. Tout ce que tu as à faire, c'est préparer tes valises. Mon père, Victor Chardon, 50 ans, directeur commercial dans l'industrie pharmaceutique avec un bureau de direction et une voix entraînée à vendre de la confiance, a hoché la tête avec enthousiasme. Le voyage de toute une vie, maman. Nous partons le 2 décembre. Les yeux de mamie étaient embués. Plus tard, en marchant vers nos voitures, je suis resté en retrait avec mamie pendant que mes parents marchaient devant. À travers l'air frais d'octobre, j'ai entendu la voix de ma mère, basse et pressante, elle va bien couvrir sa part, n'est-ce pas? On ne peut pas se permettre de payer pour 4. Mon estomac s'est noué. 2 semaines plus tard, j'étais chez mamie pour notre habituel dîner du jeudi. Elle pouvait à peine se contenir. Margot, regarde ça, a-t-elle dit en sortant un épais dossier. À l'intérieur, il y avait des impressions de la Statue de la Liberté, du Grand Canyon, des chutes du Niagara. Elle avait surligné les visites guidées au marqueur jaune. J'ai fait des recherches. Je veux m'assurer de ne rien manquer d'important. J'ai souri, mais quelque chose clochait. La façon dont ma mère l'avait formulé au dîner, elle va bien couvrir sa part, résonnait dans ma tête. Mamie, ai-je dit prudemment. Est-ce que maman a mentionné quelque chose à propos des coûts? Son visage s'est illuminé. Oh, oui. Elle a appelé hier. Le voyage coûte environ 15 000 € par personne. Je lui ai dit que je paierais ma part. Bien sûr, j'ai mes économies. 15 000 € pour ma grand-mère. C'était presque une année de budget soigneusement calculé.
Es-tu sûr de vouloir dépenser autant? Elle a tendu la main et a serré la mienne. Ma chérie, pourquoi d'autre est-ce que j'économise cet argent? J'ai 71 ans. Quand aurais-je une autre occasion de voir New York? Elle n'avait pas tort, mais l'oppression dans ma poitrine ne voulait pas disparaître. La semaine suivante, je suis passé à l'improviste. Mamie était à la table de la cuisine en train de remplir un formulaire de virement bancaire. 30 000 €, ai-je lâché en voyant le montant. Elle a levé les yeux, surprise. Oh, Margot. Oui. Nathalie a dit qu'il y avait des extras, l'assurance voyage, des hôtels de catégorie supérieure, de bons dîners. Je veux contribuer correctement. Je ne veux pas être un fardeau. 30 000 €. Le double de ce qu'elle avait mentionné auparavant. Je me suis assise en face d'elle. Mamie, c'est beaucoup plus que 15 000 €. Je sais, ma puce, mais ta mère m'a expliqué que si nous voulons de meilleures prestations, et c'est mon cas, il est logique d'investir un peu plus. Elle a été si attentionnée en planifiant tout ça. Je l'ai regardé signer le formulaire. L'objet indiquait « Voyage en famille, ma part ». Pas un prêt, pas une contribution partielle. Sa part entière. Ce soir-là, j'ai envoyé un SMS à ma mère, « Pourquoi mamie paie-t-elle 30 000 €? 4 heures plus tard, elle a répondu, elle a insisté. Ne la fais pas se sentir mal à ce sujet. Fin novembre, je suis arrivé chez mamie pour l'aider à préparer le repas de famille. Elle était en train de faire un chèque. Encore un. Ai-je essayé de demander d'un ton léger. Juste 8 000 €, a-t-elle dit en signant avec un grand geste. Nathalie a mentionné qu'il pourrait y avoir des frais de voyage de dernière minute, et je ne veux pas qu'ils aient à payer pour moi s'il y a un imprévu. J'ai regardé le chèque à l'ordre de Nathalie Chardon. Motif, frais de voyage. 38 000 € au total. C'était plus de la moitié des économies de mamie. Je le savais parce que l'année dernière, elle m'avait montré ses relevés bancaires lorsque nous travaillions sur son budget, 89 000 € sur une assurance vie que son défunt mari lui avait laissée. Elle vivait des intérêts, prudente et économe. Mamie, ai-je dit, c'est presque la moitié de tes économies. Est-ce que maman et papa t'ont au moins montré l'itinéraire? Les confirmations d'hôtel, les détails des vols? Elle a balayé l'air de la main. Ils ont dit qu'ils géraient toute la logistique. Je leur fais confiance, ma chérie. C'est ce qui m'effrayait. Sans réfléchir, j'ai sorti mon téléphone et pris une photo du chèque. Juste une habitude professionnelle. Je documente tout, les paiements des patients, les réclamations d'assurance, tout. La photo est restée dans ma pellicule, et je n'y ai pas pensé plus que ça. Pas encore. Le lendemain du repas de famille, j'étais chez mes parents pour aider à ranger. Ma mère était partie faire des courses. Mon père jouait au golf. La maison était silencieuse. J'avais besoin d'imprimer une recette trouvée en ligne. L'ordinateur portable de ma mère était ouvert sur l'îlot de la cuisine. L'application de messagerie était déjà lancée. Je ne fouinais pas intentionnellement, mais j'ai vu l'objet de l'email, situation de maman. Plan final. De Nathalie à Victor. Daté du 15 octobre. Ma main a bougé sans ma permission. J'ai cliqué. Victor, j'ai pris les rendez-vous. La résidence Les Jardins d'Automne a de la disponibilité en janvier. L'acompte est de 5 000 €, mais ça vaut le coup. L'endroit a l'air assez convenable pour qu'elle ne résiste pas. Une fois en Amérique du Nord, nous lui dirons que la maison de retraite est déjà arrangée. Elle signera les papiers de la maison à notre retour. Elle n'aura pas le choix. Le capital de la vente épongera nos dettes. On a besoin de ça. Les créanciers sont sérieux. Nous avons jusqu'au 15 janvier, sinon ils nous poursuivent en justice pour la totalité des 180 000 €. Nous ne pouvons rien dire à Margot. Elle essaierait de nous en empêcher. Contente-toi de suivre le plan. Maman a le voyage de sa vie. Nous obtenons le capital de la maison. Tout le monde est content. Elle est trop vieille pour vivre seule de toute façon. N. La cuisine a tangué. Je me suis agrippé au plan de travail. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir mon téléphone. Mais j'ai pris des captures d'écran, l'une après l'autre. J'ai fait défiler. Il y en avait d'autres. Email 2, rendez-vous pour la visite de la maison de retraite.
23 septembre. Email 3, discussion sur la valeur de la maison de ma grand-mère. 520 000 euros. Prêt immobilier restant, 135 000 euros. Capital net, 385 000 euros. Email 4, détail de leurs dettes. Une entreprise ratée, Vitalité Nature SARL, la start-up de bien-être de ma mère qui s'était effondrée 2 ans plus tôt. 180 000 euros dus aux créanciers. Dernier avis, payé avant le 15 janvier 2026 sous peine de poursuite judiciaire. Email 5, synchronisation du calendrier montrant 3 rendez-vous, résidence les Jardins d'Automne, résidence les Tilleuls, clinique du Belvédère. Email 6, la réponse de mon père. Nathalie, es-tu sûre de ça? Ça me semble mal. Et la réponse de ma mère, nous n'avons pas d'autre choix. C'est une question de survie. J'ai tout pris en photo. Le déclencheur de mon appareil photo n'arrêtait pas de cliquer dans la cuisine silencieuse. Chaque clic résonnait comme un petit acte de guerre. J'ai entendu la porte du garage. J'ai refermé l'ordinateur portable exactement comme je l'avais trouvé, transféré toutes les captures d'écran sur mon email personnel et supprimé les éléments envoyés du compte de ma mère. Quand elle est entrée avec ses sacs de courses, j'étais au comptoir, ma recette imprimée, souriante. Merci de m'avoir laissé utiliser ton ordinateur, maman. Pas de problème, ma chérie. Elle n'avait aucune idée que, dans les 10 dernières minutes, tout avait changé. Le 2 décembre est arrivé comme une date d'exécution que je redoutais. J'avais à peine dormi. La nuit précédente, mamie m'avait appelé à 3 heures du matin. Margot, je n'arrive pas à dormir, avait-elle dit, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Je suis trop excité. Je n'arrête pas de penser à la Statue de la Liberté. Tu penses qu'elle est aussi belle en vrai? Encore plus belle, mamie. Je suis debout depuis minuit, assise ici avec mon thé, à revoir ma liste de bagages. J'ai dû la vérifier 100 fois. Je ne veux rien oublier d'important. Ma gorge s'est serrée. Tu vas passer un moment incroyable. Elle n'avait aucune idée que, dans quelques heures, mes parents allaient lui arracher ce bonheur. À 4h30 du matin, j'ai conduit jusqu'à chez elle. J'avais dit à mes parents que je les retrouverais à l'aéroport. Je voulais m'assurer que mamie y arrive en toute sécurité. Ils avaient semblé soulagés de ne pas avoir à passer la prendre. Maintenant, je savais pourquoi. Elle était déjà réveillée quand je suis arrivé, habillée de son plus beau pull en laine, le bleu marine qu'elle avait acheté spécialement pour ce voyage. Sa petite valise était près de la porte, faite et refaite 4 fois au cours de la semaine écoulée. Son nouveau passeport, obtenu en urgence en octobre, les pages encore vierges et immaculées, dépassaient de son sac à main. J'ai fait refaire les photos 3 fois, m'a-t-elle dit fièrement quand il était arrivé. Je voulais être bien dessus. Le trajet jusqu'à Lyon-Saint-Exupéry s'est fait en silence. Mamie n'arrêtait pas de vérifier son sac pour s'assurer qu'elle avait son passeport, l'impression de sa carte d'embarquement, ses lunettes de lecture, l'excitation nerveuse de quelqu'un sur le point de réaliser le rêve de toute une vie. Nous sommes arrivés à 6h10. Mes parents étaient déjà là, debout près du comptoir d'enregistrement Air France. Ils avaient l'air soignés, reposés, prêts. Ils ressemblaient à des gens sur le point d'obtenir exactement ce qu'ils voulaient. Victor a fait un signe de la main en nous voyant. Nathalie a levé les yeux de son téléphone et a offert un sourire crispé. J'ai poussé le chariot à bagages de mamie vers eux, le cœur battant à tout rompre. Bonjour, maman, a dit Victor. Margot, merci de l'avoir amené. Mamie rayonnait. Je suis tellement excité que je pourrais exploser. Victor, as-tu bien vérifié que je suis dans le système? Je sais que tu as dit que tu avais tout réservé, mais... En fait, maman, l'a interrompu Victor en sortant son téléphone et en faisant mine de faire défiler quelque chose. Je crois qu'il y a peut-être un problème. Le sourire de ma grand-mère a vacillé. Un problème? Ouais, a-t-il dit en fronçant les sourcils devant son écran. Je pensais avoir transféré l'email de confirmation, mais je ne le vois pas dans mes éléments envoyés. Ce n'est pas grave, a dit rapidement mamie. J'ai mon passeport. On peut régler ça à l'enregistrement, non? Le truc, c'est que... Victor a regardé Nathalie. Ma mère s'est avancée. Maman, on pense qu'il y a dû y avoir un bug informatique lors de la réservation. Ton billet n'a peut-être pas été validé. Le visage de mamie a blêmi.
Que veux-tu dire? Je veux dire, a déclaré Victor, et je l'ai regardé mentir avec la même voix suave qu'il utilisait pour conclure ses contrats pharmaceutiques, que je crois que j'ai oublié de finaliser ta réservation. Je suis tellement désolé. C'est entièrement de ma faute. Mais je t'ai donné l'argent, a dit Mamie d'une toute petite voix. 38 000 euros. Tu as dit que tout était réglé. Nathalie a posé sa main sur l'épaule de Mamie, la voix dégoulinante d'une fausse sympathie. On sait, maman, et on se sent terriblement mal, mais il n'y a rien qu'on puisse faire maintenant. Le vol part dans 1 heure. On n'a pas le temps d'acheter un billet au guichet. Ça coûte des milliers d'euros à la dernière minute. J'ai regardé ma grand-mère assimiler cela. J'ai vu son visage passer de la confusion à la douleur, puis à quelque chose qui ressemblait à de la honte. Alors je devrais juste rentrer chez moi. Je pense que c'est mieux, a dit Victor. Il refusait de la regarder dans les yeux. On t'enverra des photos, des cartes postales. Tu adoreras tout voir à travers nos photos. Mais je voulais le voir, a chuchoté Mamie. Pas en photo. Je voulais me tenir devant le Grand Canyon. Je voulais. Maman, tu seras beaucoup plus à l'aise à la maison de toute façon, a coupé Nathalie. Ça fait beaucoup de marches, de longs vols. Tu aurais sûrement du mal avec le décalage horaire. Mamie se tenait là, au milieu de l'aéroport, tenant son nouveau passeport, portant son beau pull, sa petite valise à côté d'elle, 71 ans, délestée de 38 000 euros. Sur le point d'être abandonnée par sa propre famille. J'ai vu son visage s'effondrer, puis j'ai vu autre chose se produire. Sa mâchoire s'est très légèrement contractée, ses épaules se sont redressées. Elle m'a regardé. J'ai hoché la tête. C'est là que je me suis interposé entre ma grand-mère et mes parents. Non, ai-je dit. Les yeux de ma mère se sont plissés. Margot, ne commence pas, je ne monte pas dans cet avion, ai-je dit assez fort pour que les gens autour se retournent. Et elle non plus. Victor a attrapé mon bras. Margot, tu es dramatique. On va rater notre vol. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai tenu en l'air pour que mes 2 parents puissent voir l'écran. Il affichait un email. Objet, situation de maman. Plan final. Le visage de ma mère est devenu livide. J'ai trouvé vos emails, ai-je dit calmement. Il y a 2 semaines. Tous. Les acomptes pour l'EHPAD. Le plan pour lui prendre sa maison. La dette que vous essayez d'effacer avec son capital. Margot. La voix de mon père était un avertissement. Je sais pour la résidence Les Jardins d'Automne, ai-je continué. Je sais pour l'acompte de 5 000 euros que vous avez versé pour janvier. Je sais pour les 180 000 euros que vous devez aux créanciers. Je sais tout. Nathalie s'est jetée sur mon téléphone. J'ai reculé. Je me suis déjà envoyé des copies à moi-même et à quelqu'un de confiance. Vous ne pouvez pas les supprimer. Les gens nous fixaient maintenant. Le visage de mon père était devenu rouge. On réglera ça à notre retour, a-t-il sifflé. Non, ai-je répondu. Vous ne ferez rien, car je reste avec mamie. Et quand vous rentrerez dans 3 semaines, vous ne trouverez pas ce que vous pensez trouver. Ma mère a attrapé le bras de mon père. Victor, on va rater le vol. Ils avaient un choix à faire, rester et m'affronter devant un public de plus en plus nombreux, ou monter dans cet avion et espérer régler le problème plus tard. Ils ont choisi l'avion. Alors qu'ils se dirigeaient vers les contrôles de sécurité, ma mère a jeté un dernier regard par-dessus son épaule. Tu vas le regretter, Margot. J'ai tenu la main de ma grand-mère et je les ai regardés disparaître au portique. Margot, a dit mamie, la voix tremblante. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je me suis tourné vers elle, regardant dans ses yeux blessés et confus. Mamie, ils n'allaient jamais t'emmener avec eux. Ils ont pris ton argent et ils prévoyaient de te placer dans une maison de retraite pour voler ta maison. Elle m'a dévisagé. Ce n'est pas possible. J'en ai la preuve, ai-je dit doucement. Je vais tout te montrer, mais pour l'instant, rentrons à la maison. Nous avons regagné ma voiture en silence. Elle tenait toujours son passeport. Le trajet de retour jusqu'à chez elle a duré 45 minutes. Mamie a regardé par la fenêtre tout du long, sans dire un mot. Je l'ai laissé assimiler. Quand nous nous sommes garés dans son allée, devant la maison où elle vivait depuis 40 ans,
la maison que mon grand-père avait achetée quand les taux d'intérêt étaient à 13% et qu'il pensait faire une affaire, elle a enfin parlé, montre-moi. À l'intérieur, j'ai sorti mon téléphone. Elle s'est assise sur son canapé, le même canapé où elle m'avait bercé pour m'endormir quand j'étais bébé, où elle m'avait appris à tricoter, où nous avions regardé Question pour un champion ensemble chaque semaine pendant les 29 dernières années. Je lui ai tout montré. L'email sur la maison de retraite, les confirmations de rendez-vous, la discussion sur le capital de sa maison comme si c'était déjà le leur, les avis des créanciers, les calculs, la manière froide et clinique dont ils avaient prévu de la manipuler. Elle a lu chaque mot. Ses mains tremblaient, mais son visage restait impassible. Quand elle a terminé, elle a posé mon téléphone avec précaution. Depuis combien de temps le sais-tu? 2 semaines. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? J'avais besoin d'en être sûr, ai-je répondu. J'avais besoin de preuves. Si je te l'avais dit sans preuve, ils auraient pu te convaincre que j'avais tort. Que j'étais jalouse ou que je cherchais des ennuis. Comme ça, il n'y a pas de contestation possible. Elle a repris mon téléphone, et a fait défiler jusqu'à une phrase en particulier, elle n'aura pas le choix. Quelque chose a changé dans son visage. La douleur s'est cristallisée en quelque chose de plus dur. Emmène-moi à ton ordinateur, a-t-elle dit. J'ai besoin de voir mes comptes bancaires. Nous avons passé l'heure suivante à tout documenter. J'ai affiché ses relevés bancaires. C'était là. Le virement de 30 000 € daté du 1er novembre. Objet identique à ce que j'avais vu sur ces papiers, voyage en famille. Ma part. Le chèque de banque de 8 000 € encaissé le 21 novembre. 38 000 € disparus de son compte d'épargne, qui reposait sur le compte joint de mes parents, probablement déjà affecté aux créanciers. J'ai travaillé pendant 43 ans, a dit doucement mamie. Les gardes de nuit à l'hôpital. Les doubles gardes quand ton grand-père est tombé malade. J'ai économisé chaque centime que je pouvais. Pas pour qu'il les vole. Pour mon avenir, pour ma sécurité. Je sais. Montre-m'en plus. J'ai ouvert le calendrier de ma mère, celui qu'elle avait bêtement synchronisé avec un compte familial partagé créé des années auparavant et dont elle ne m'avait jamais retiré. 23 septembre, visite des jardins d'automne à 14 h. 6 octobre, visite des tilleuls. 19 octobre, évaluation à la clinique du Belvédère. 3 établissements. Ils avaient fait leurs recherches. Mamie a fixé l'écran. Il faisait du shopping pour savoir où me placer. Oui. Pendant que j'achetais des articles de toilette format voyage et que je m'entraînais à dire vélo devant le miroir de ma salle de bain. La fêlure dans sa voix m'a presque brisé. Mamie, il faut que tu passes un coup de fil, a-t-elle dit en me coupant. Sa voix était assurée maintenant. Froide, même. Cette maison de retraite, les jardins d'automne. Appelle-les. Fais-toi passer pour Nathalie. Voici il y a vraiment un acompte. J'ai hésité. C'est. J'ai besoin de savoir jusqu'où ça va. J'ai passé l'appel. Une réceptionniste enjouée a répondu. Résidence les jardins d'automne, comment puis-je vous aider? J'ai pris une voix légèrement plus aiguë. Bonjour, c'est Nathalie Chardon. Je vous appelle pour le dossier de ma mère, Éléonore Beauchamp. Oh, oui, Madame Chardon. Laissez-moi ouvrir ça. J'ai entendu un cliquetis de clavier. Nous y voilà. Emménagement en janvier 2026, chambre semi-privative, niveau de soins 2. Votre acompte de 5 000 € est bien confirmé. Madame Beauchamp visitera-t-elle l'établissement avant l'emménagement? Mon estomac s'est retourné. Non, ça ira. Merci. J'ai raccroché. Mamie avait tout entendu sur haut-parleur. Elle s'est levée, s'est dirigée vers la fenêtre de la cuisine, a regardé son jardin, celui qu'elle entretenait depuis 40 ans, et la mangeoire à oiseaux que mon grand-père avait construite. Ils ont déjà payé la compte, a-t-elle dit. Avec mon argent. Oui. Elle s'est tournée vers moi. Margot, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. N'importe quoi. J'ai besoin du nom d'un bon avocat. Le lendemain matin, samedi 3 décembre, j'ai appelé maître Sophie Chevalier. C'était une avocate spécialisée en droit des aînés que j'avais trouvée grâce à un service d'assistance juridique. Elle a accepté de nous recevoir le jour même.
Le bureau de Sophie était petit mais bien organisé. C'était une femme d'une quarantaine d'années, avec des mèches grises dans ses cheveux bruns et des lunettes posées sur le nez. Elle a écouté toute notre histoire sans nous interrompre. Je lui ai tout montré sur mon téléphone. Mamie lui a montré les relevés bancaires. Quand nous avons eu fini, Sophie s'est adossée à son fauteuil. Madame Beauchamp, c'est un cas d'école d'abus de faiblesse et d'extorsion financière. Votre fille et votre gendre vous ont soutiré 38 000 € sous de faux prétextes, ont planifié de vous forcer à accepter un lieu de vie que vous n'avez pas choisi. Et avaient l'intention de vous contraindre à céder votre propriété sous la contrainte. Peut-on les en empêcher, a demandé Mamie. La maison est à votre seul nom, n'est-ce pas? Pas en copropriété. Juste le mien. Mon mari me l'a légué à son décès. Alors vous avez le droit légal absolu d'en faire ce que vous voulez. Ils n'ont aucun droit dessus. Sophie a sorti un bloc-notes juridique. Voici ce que je recommande. Premièrement, nous documentons tout. Chaque email, chaque virement bancaire, chaque preuve. Deuxièmement, nous faisons un signalement au service de protection des majeurs vulnérables. Troisièmement, nous envoyons à votre fille et votre gendre une lettre de mise en demeure indiquant clairement que toute tentative de coercition entraînera des poursuites judiciaires. Et pour l'argent, ai-je demandé. Peut-on le récupérer? Nous pouvons exiger la restitution. S'il refuse, nous pouvons engager des poursuites au civil. Nous pouvons également menacer de transmettre ce dossier au procureur de la République pour enquête pénale. L'abus de faiblesse sur une personne âgée est une accusation très grave. Mamie est restée silencieuse un moment. Puis, à quelle vitesse peut-on vendre une maison? Sophie a cligné des yeux. Je vous demande pardon? Ma maison. À quelle vitesse pourrais-je la vendre si je le voulais? Eh bien, cela dépend du marché, mais avec le bon acheteur. Peut-être quelques semaines. Pourquoi? Mamie m'a regardé. Margot, tu te souviens des Moreau? Tes voisins? Ils m'ont demandé l'année dernière si j'envisagerais un jour de vendre. Leur fils Hugo veut revenir dans la région et il voulait acheter cette maison pour lui et sa famille. J'avais dit non parce que je n'étais pas prête. Elle s'est tournée vers Sophie. Je suis prête maintenant. J'ai appelé Thomas Moreau cet après-midi-là. Lui et sa femme Céline vivaient à côté de chez Mamie depuis 15 ans. Il déneigeait son allée chaque hiver, lui apportait des biscuits à Noël, prenait de ses nouvelles pendant la pandémie. Quand je lui ai expliqué prudemment, sans entrer dans tous les détails, que Mamie avait besoin de vendre la maison rapidement, Thomas n'a pas posé de questions. On peut se voir demain, a-t-il dit. Hugo et sa femme cherchent depuis des mois. Ils seront ravis. Le dimanche matin, les Moreau sont venus. Thomas, Céline, et leur fils Hugo, un homme d'une trentaine d'années aux yeux doux, accompagné d'une petite fille de 3 ans qui s'est immédiatement dirigée vers la mangeoire à oiseaux de Mamie. Céline a serré Mamie dans ses bras à la porte. Léo, nous avons appris ce qui s'est passé à l'aéroport. Je suis tellement désolé. Bien sûr qu'ils avaient entendu. Petit quartier, les gens parlent. Je fais ce que j'ai à faire, a simplement dit Mamie. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Thomas a exposé les conditions. Nous pouvons offrir 515 000 €. Achat comptant, sans clause suspensive d'obtention de prêt. Nous pouvons signer l'acte définitif chez le notaire dans une quinzaine de jours si vous êtes d'accord. C'était légèrement en dessous de la valeur du marché. Mais Mamie ne se souciait pas de gratter chaque centime. Elle se souciait de la rapidité. C'est d'accord, a-t-elle dit. Elle a signé le mandat de vente sur le champ. J'en suis témoin. Céline a tendu la main et a serré celle de Mamie. Ta maison sera aimée, Léo. Je te le promets. C'était le 4 décembre. Mes parents étaient aux États-Unis depuis exactement 2 jours. La semaine suivante s'est écoulée à une vitesse folle. Lundi, Sophie a déposé le signalement aux services sociaux. Un enquêteur nommé Damien Tariel a appelé dans les 2 heures. Madame Beauchamp, nous prenons l'exploitation financière très au sérieux. Je vais devoir vous rencontrer et examiner tous les documents. Mardi, Damien est venu à la maison. Mamie lui a tout montré. Les emails, les relevés bancaires, la confirmation de la maison de retraite. Il a pris des photos, pris des notes, son visage s'assombrissant de page en page. C'est l'un des cas les plus flagrants que j'ai jamais vus, nous a-t-il dit.
Je contacterai votre fille et votre gendre dès leur retour de voyage. Mercredi, l'office notarial a commencé à traiter les documents de vente. Du jeudi au dimanche, mamie et moi avons emballé 40 ans de vie dans des cartons. Elle a gardé les choses importantes, les albums photos, la montre de mon grand-père, la courte pointe qu'elle avait cousue à la main, l'alliance de sa mère. Le reste, elle l'a donné ou vendu. Le samedi, elle s'est tenue dans l'encadrement de la porte de sa chambre et a regardé autour d'elle. J'ai élevé Nathalie dans cette chambre, a-t-elle dit. Je l'ai bercée pour qu'elle s'endorme dans ce coin. Je suis resté éveillé toute la nuit quand elle a eu une pneumonie à 7 ans. Je lui ai appris à tresser ses cheveux devant ce miroir. Mamie. Je ne connais plus cette personne, Margot. La femme capable de faire ça. Ce n'est pas ma fille. Elle est sortie sans se retourner. Le 15 décembre, le jour de la signature. Nous étions assises dans une salle de réunion à l'office notarial. Mamie d'un côté de la table, les Moreau de l'autre. Une notaire nommée Patricia nous a fait parcourir les documents page par page. Madame Beauchamp, voici le décompte définitif. Après le remboursement de votre prêt immobilier restant de 135 000 € et les frais de notaire d'environ 23 000 €, le produit net de la vente s'élève à 357 000 €. Mamie a signé chaque page d'une main ferme. Patricia a souri. Félicitations. La propriété est officiellement transférée à Hugo Moreau. Hugo s'est penché au-dessus de la table. Madame Beauchamp, mes enfants vont grandir dans cette maison. Nous en prendrons grand soin. Je sais que vous le ferez, a dit mamie. En sortant de l'étude, Céline Moreau m'a prise à part. Margot, ce que tes parents ont fait, c'est impardonnable. Mais je veux que tu saches quelque chose. Léo est la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Elle va s'en sortir. Je la croyais. Ce même jour, le 15 décembre, mamie a effectué 3 opérations avec l'argent. Premièrement, elle a acheté un appartement 2 pièces aux terrasses de la Valoire, une résidence sécurisée pour seniors à 15 minutes de mon appartement. Prix d'achat, 185 000 €, payé comptant. Pas de prêt. L'appartement était au 3e étage avec un balcon donnant sur un petit parc. La résidence proposait un club de lecture, des cours d'aquagym et des dîners partagés hebdomadaires. Deuxièmement, elle a mis 38 000 € de côté sur un compte séparé ou pour quand ils reviendront. Elle a dit, je récupérerai mon argent d'une manière ou d'une autre. Troisièmement, elle a revu Sophie. Ensemble, elles ont placé l'argent restant, 134 000 €, sur une assurance vie bloquée avec clause d'irrévocabilité. J'ai été désigné comme bénéficiaire. Le placement était structuré de telle sorte que même si quelqu'un essayait de contraindre mamie, elle ne pourrait littéralement pas accéder au capital, seulement aux intérêts annuels. De cette façon, a expliqué Sophie, même s'ils parviennent à la manipuler à l'avenir, l'argent est intouchable. Mamie a signé les documents le 18 décembre. Mes parents mangeaient de la poutine au Québec, postant des photos de paysages enneigés et de dîners de luxe sur Facebook. Ils n'avaient aucune idée que la maison sur laquelle ils comptaient n'existait plus dans leur avenir. Le 23 décembre, exactement 3 semaines après l'aéroport. J'étais dans le nouvel appartement de mamie pour l'aider à déballer quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. Margot. La voix de mon père était tendue, pleine d'une rage à peine contenue. Où est ta grand-mère? En sécurité, ai-je répondu. Nous venons de passer à sa maison. Il y a des inconnus là-bas. Un homme avec un enfant a ouvert la porte. Qu'est-ce que tu as foutu? Je l'ai mis sur haut-parleur pour que mamie puisse entendre. Je n'ai rien fait, papa. Mamie a vendu sa maison. Elle quoi? Vendu au Moreau. Signature définitive le 15. Elle a payé son nouvel appartement comptant. Elle va très bien, au fait. Merci de demander. La voix de ma mère s'est fait entendre en arrière-plan. Stridente. Elle ne peut pas vendre. C'est un bien de famille. En fait, maman, c'était la propriété de mamie. À elle seule. Elle peut en faire ce qu'elle veut. Margot, où est-elle? La voix de mon père tremblait maintenant. Dis-moi où elle est, tout de suite. Pourquoi? Pour que tu puisses la forcer à signer des papiers. La placer à la résidence Les Jardins d'Automne comme vous l'aviez prévu? Silence. Ouais, ai-je dit.
On est au courant pour ça aussi. L'acompte de 5 000 €, l'emménagement prévu en janvier. On sait tout. Nouveau silence. Puis la voix de ma mère, tout près du téléphone maintenant. Tu l'as monté contre nous. Tu as empoisonné son esprit. Non, maman. Je lui ai montré vos emails. Vous vous êtes fait ça tout seul. Nous arrivons, a dit mon père. Nous allons arranger ça. Bonne chance, ai-je répondu, et j'ai raccroché. Mamie se tenait près de la fenêtre, regardant le parc en contrebas. Ils vont sûrement venir ici. Je ne suis pas encore prête à les voir. Tu n'y es pas obligé. Ce soir-là, 2 lettres recommandées sont arrivées chez mes parents. Je le savais parce que Sophie en assurait le suivi. Elles provenaient du cabinet de maître Sophie Chevalier. Les lettres étaient identiques. L'une adressée à Victor, l'autre à Nathalie. Elles détaillaient chaque preuve en notre possession, les emails, les transferts financiers, les plans pour l'EHPAD, la tentative de manipulation. Et elles formulaient une exigence, la restitution des 38 000 € sous 30 jours, plus 5 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, faute de quoi nous intenterions une action civile et transmettrions le dossier au procureur pour poursuite pénale. Les lettres incluaient également une notification d'éloignement, si l'un d'eux tentait de contacter mamie autrement que par l'intermédiaire de son avocate, nous demanderions une ordonnance de protection. Mon père a appelé Sophie directement ce soir-là. Elle n'a pas répondu. Il a laissé un message vocal. Je l'ai écouté plus tard. Elle nous l'a fait écouter avec la permission de mamie. Maître Chevalier, c'est Victor Chardon. Il y a un énorme malentendu. Nous n'avons jamais eu l'intention de faire de mal à qui que ce soit. S'il vous plaît, il faut qu'on en discute. Nous n'avons pas les moyens de... Le message s'est coupé au bout de 30 secondes. La veille de Noël. Ma mère a débarqué à l'accueil de la résidence de mamie. La réception a appelé l'appartement. Madame Beauchamp, il y a une Nathalie Chardon ici pour vous voir. Mamie m'a regardé. J'ai secoué la tête. Elle a appuyé sur le bouton de l'interphone. Dites-lui non. 10 minutes plus tard, une enveloppe a glissé sous la porte de mamie. Quelqu'un de l'accueil l'avait montée. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite. 3 pages. L'écriture bouclée de ma mère. Maman, je t'en prie. Je t'en supplie. Laisse-moi t'expliquer. Je sais à quoi ressemblent ces emails, mais tu dois comprendre. Nous étions désespérés. L'entreprise a fait faillite. Les créanciers menaçaient de tout nous prendre. J'avais peur. Victor avait peur. Nous avons pris de terribles décisions, mais nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Je suis ta fille. Tu m'as élevé. Tu me connais. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne détruis pas notre famille pour de l'argent. Je t'aime. Je suis désolé. Je t'en prie. Nathalie. Mamie l'a lu 2 fois, puis elle l'a déchiré en petits morceaux et l'a jeté à la poubelle. Les mots ne coûtent rien, a-t-elle dit. Le jour de Noël. Mes 2 parents ont débarqué à mon appartement. J'ai ouvert la porte pour les trouver plantés là, l'air plus petit que je ne les avais jamais vus. Ma mère avait perdu du poids. Le visage de mon père était gris. On peut entrer, a demandé Victor. Non. Margot, s'il te plaît. On doit parler à ta grand-mère. Elle ne veut pas vous voir. C'est de la folie, a dit ma mère, la voix montant dans les aigus. C'est notre mère, notre famille. Tu ne peux pas simplement nous rayer de ta vie pour l'avoir volée, ai-je interrompu. Pour avoir prévu de la placer dans un asile contre son gré. Pour avoir essayé de prendre sa maison. Nous ne la volions pas, a dit mon père. Nous allions la rembourser. Avec quel argent? Vous avez 180 000 € de dette. Comment allez-vous? Il s'est arrêté, réalisant. Tu as fouillé dans nos emails. Vous les avez laissés ouverts, et je suis bien contente de l'avoir fait. Ma mère s'est mise à pleurer. Margot, on va tout perdre. Les créanciers vont nous poursuivre. On pourrait perdre la maison, on pourrait. Alors vous auriez dû y penser avant d'arnaquer une femme de 71 ans pour lui voler les économies de toute sa vie. J'ai fermé la porte. À travers, j'ai entendu mon père, Margot,
s'il te plaît. Je n'ai pas répondu. Le 26 décembre, Damien Tariel des services sociaux a appelé mes parents et a demandé à les auditionner. Le 30 décembre, il les a interrogés séparément dans son bureau. Tous deux sont revenus sur la défensive, essayant de prétendre que mamie avait offert l'argent, qu'il n'y avait eu aucune coercition, que tout cela n'était qu'un malentendu. Damien leur a montré les emails. Selon son rapport, que Sophie a obtenu pour nous, tous deux sont restés muets. Alors pourquoi l'avez-vous laissé à l'aéroport après avoir pris son argent, avait demandé Damien. Pas de réponse. Et pourquoi avez-vous pris des dispositions pour une maison de retraite sans qu'elle le sache ou n'y consente? Toujours rien. Damien leur a donné deux options, trouver un accord à l'amiable avec Éléonore Beauchamp, où il transmettrait le dossier au bureau du procureur pour enquête pénale en vertu des lois sur l'abus de faiblesse envers les personnes vulnérables. Le 3 janvier 2026, mes parents ont engagé un avocat. Un avocat pas cher, probablement le meilleur qu'ils pouvaient s'offrir vu leur situation financière. Le 7 janvier, cet avocat a appelé Sophie. Mes clients sont prêts à trouver un accord, a-t-il dit. Quelles sont les conditions de Madame Beauchamp? Sophie en avait déjà discuté avec mamie. Nous étions catégoriques. Restitution totale des 38 000 € plus 5 000 € de dommages et intérêts. Total, 43 000 €. Échelonnement sur 12 mois sans intérêt. Mais s'il manquait un seul paiement, la totalité de la somme devenait immédiatement exigible et nous lancerions les poursuites. 12 mensualités de. Il a fait une pause. Ça fait plus de 3 000 € par mois. Mes clients n'en ont pas les moyens. Alors ils devront trouver un moyen, a répondu Sophie. Ce sont nos conditions. Et concernant une réconciliation? Madame Beauchamp acceptera-t-elle de les voir? Pas tant que les paiements ne seront pas terminés, et même alors, seulement si elle le décide. L'avocat a soupiré. Le 10 janvier, mes parents ont signé l'accord transactionnel, 3 583 € par mois pendant 12 mois. Ils devaient également écrire une lettre d'excuse formelle, 2 pages minimum. Elle devait spécifiquement reconnaître ce qu'ils avaient fait, le mal qu'ils avaient causé, et leur engagement à changer. Sophie a été très claire, la lettre ne pouvait pas être vague. Pas de formulation du style « Nous sommes désolés si tu as été blessé ». De véritables prises de responsabilité. La lettre est arrivée le 10 janvier. Je l'ai lue en premier, puis mamie. Maman. Je ne sais pas comment commencer ceci, sauf en disant « Je suis désolé ». Ces mots semblent dérisoires par rapport à ce que je t'ai fait. J'ai pris ton argent sous de faux prétextes. Je t'ai menti au sujet du voyage. J'ai prévu de te forcer à accepter un lieu de vie que tu n'avais pas choisi et de prendre ta maison sans ton consentement. J'ai fait ces choses parce que j'étais désespéré et effrayé, et je me suis convaincu que la fin justifiait les moyens. J'avais tort. Complètement et totalement tort. J'ai laissé la cupidité et la peur prendre le pas sur mon amour pour toi. Je t'ai traité comme un obstacle plutôt que comme une personne. Plutôt que comme ma mère. La femme qui restait assise avec moi quand je faisais des cauchemars étant enfant. Qui a fait des doubles gardes pour payer mes études. Qui n'a jamais rien demandé en retour. Et je t'ai remercié en planifiant de voler tout ce que tu avais. J'ai profondément, terriblement honte. Je n'attends pas ton pardon. Je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que je suis en thérapie maintenant. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai accordé plus de valeur à l'argent qu'aux personnes. Pourquoi j'ai cru que je pouvais justifier de te traiter de la sorte. Je passerai le reste de ma vie à essayer de regagner une fraction de la confiance que j'ai détruite. Je t'aime, maman. Je suis désolé. Nathalie. La partie de Victor était plus courte, moins émotionnelle, mais elle incluait la ligne cruciale que Sophie avait exigée. Éléonore, j'ai échoué dans mon rôle de gendre. J'ai fait du mal à la femme qui m'a accueilli dans sa famille et qui n'a jamais rien demandé d'autre que de l'amour en retour. J'ai eu tort. J'ai participé à un plan pour vous manipuler et vous exploiter, et je ne pourrai jamais effacer cela. Je suis désolé. Mamie a plié la lettre et l'a rangée dans le tiroir de son bureau. C'est un début, a-t-elle dit. Mais les mots ne coûtent rien. Voyons s'ils tiennent leurs engagements. Le 15 janvier, le premier paiement est arrivé. Un chèque de banque de 3 583 €. Je l'ai déposé pour mamie. Elle a sorti un petit carnet et a écrit
paiement un 12e, reçu le 15 janvier 26. Plus que 11, a-t-elle dit. Au cours des mois suivants, Mamie s'est construit une nouvelle vie. Elle a rejoint le club de lecture des terrasses de la Valloire. Le mardi soir, 8 femmes dans la soixantaine et la septantaine buvant du vin et débattant de romans. Elle est rentrée de la première réunion le visage rouge et heureuse. Elle lise là où chantent les écrevisses le mois prochain, m'a-t-elle dit. Je n'ai pas fait partie d'un club de lecture depuis avant la maladie de ton grand-père. Le jeudi matin, elle a commencé l'aquagym. Je suis passé la voir un jeudi et je l'ai trouvée dans la piscine de la résidence, riant avec 3 autres femmes en faisant des cercles avec les bras dans le petit bain. Margot, m'avait-elle appelé. Je te présente Jeanne, Pascal et Suzanne. Elle avait l'air plus forte, et pas seulement physiquement. Quelque chose dans ses yeux avait changé. Elle s'était fait des amis, de vrais amis. Jeanne avait 68 ans, c'était une comptable à la retraite dont la propre fille essayait constamment de lui emprunter de l'argent. Pascal, 72 ans, veuve comme mamie, avait un sens de l'humour féroce. Suzanne, 75 ans, ancienne bibliothécaire, était vive comme l'éclair. Aucune d'elles ne connaissait toute l'histoire. Mamie leur avait dit qu'il y avait eu des problèmes familiaux et en était restée là. Elle respectait sa vie privée. Un soir, j'ai entendu Jeanne mentionner la dernière demande de prêt de sa fille. Fixe des limites, Jeanne, a dit doucement Mamie. Fais-moi confiance là-dessus. De février à mai, les paiements ont continué d'arriver. Tous les 15 du mois, 3 583 €, réglés comme une horloge. Mes parents ont essayé de contacter Mamie 4 fois. À Pâques, une invitation à dîner, refusée par l'intermédiaire de Sophie. Pour l'anniversaire de Nathalie en avril, une carte proposant de prendre un café, refusée. À la fête des mères, des fleurs livrées avec un mot demandant juste une conversation, refusée. Début juin, un email proposant de déjeuner ensemble, refusé. À chaque fois, Mamie ressentait un petit pincement de culpabilité. Suis-je trop dur, m'a-t-elle demandé en mai. Tu te protèges, lui ai-je répondu. Il y a une différence. J. Était en thérapie pendant ces mois, pour assimiler tout ça. Mon psy m'a aidé à comprendre quelque chose d'important, on peut aimer des gens et quand même se protéger d'eux. J'aimais mes parents. Vraiment. Mais je ne pouvais plus leur faire confiance. Peut-être que je ne le ferai plus jamais. Mon fiancé, Olivier, dont je n'ai pas beaucoup parlé mais qui avait été là tout au long de cette épreuve, solide et d'un grand soutien, a proposé d'avancer la date de notre mariage de 2027 à octobre 2026. Ta grand-mère doit être là, a-t-il dit. Pendant qu'elle est en bonne santé et forte. J'ai accepté. Le 15 juin, le 6e paiement sur 12 est arrivé à temps. Mamie l'a noté dans son carnet. La moitié était faite. Ce soir-là, mon téléphone a vibré. Email d'une adresse inconnue. Objet, s'il te plaît, regarde, maman. En pièce jointe, un fichier vidéo. Je l'ai ouvert avec prudence. La vidéo durait 2 minutes. Filmée dans une voiture. Le visage de ma mère remplissait le cadre. Pas de maquillage, les cheveux sales, les yeux rouges. Maman, a-t-elle dit à la caméra. Je sais que tu ne veux pas avoir de mes nouvelles. Je sais que tu as probablement déjà supprimé ça, mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Elle a essuyé ses yeux. Je suis en thérapie. Une vraie thérapie. 2 fois par semaine. Je travaille pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai pensé que l'argent était plus important que toi. Pourquoi je me suis convaincu que la fin justifiait les moyens. Sa voix s'est brisée. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande même pas de te voir. Tu me manques, maman. Ça me manque de t'appeler le jeudi pour parler de tout et de rien. Tes conseils me manquent. Ça me manque d'avoir l'impression d'avoir une mère qui ne me déteste pas. Elle a pris une inspiration tremblante. Je sais que j'ai détruit ça. Je sais que c'est de ma faute. Mais je veux que tu saches que j'essaie. J'essaie vraiment, vraiment de devenir quelqu'un que tu pourras peut-être, un jour, ne plus détester. La vidéo s'est terminée. Je l'ai montrée à mamie. Elle l'a regardée 3 fois. Après le 3e visionnage, elle a posé mon téléphone et est restée silencieuse un long moment. Margot, a-t-elle finalement dit.
Peut-être qu'il est temps. Le 25 juin, un samedi après-midi. Mamie a accepté de rencontrer Nathalie, mais seulement sous des conditions strictes. 1. Je devais être présente. 2. Sophie devait être présente. 3. La rencontre aurait lieu dans la salle commune des terrasses de la Valloire, espace public, terrain neutre. 4. 45 minutes maximum. Mamie a réglé un minuteur sur son téléphone. 5. Victor ne pouvait pas venir. Pas encore. C'était entre la mère et la fille. À 14 heures, nous étions déjà installés dans la salle commune. Mamie, moi et Sophie d'un côté d'une longue table, 3 chaises vides en face de nous. Mamie avait vomi le matin même à cause de l'anxiété. On peut annuler, lui avais-je dit. Non, avait-elle répondu en s'essuyant la bouche. Je dois faire ça pour moi, pas pour elle. À 14h05, Nathalie est entrée. Elle avait l'air différente, plus mince, plus vieille, sans bijoux, des racines grises visibles dans ses cheveux, des vêtements qui n'étaient plus tout à fait à sa taille. Maman, a-t-elle dit, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Merci de me recevoir. Le ton de mamie était formel. Tu as 45 minutes. Sophie est ici en tant que témoin légal. Margot est ici pour me soutenir. Assieds-toi. Nathalie s'est assise. Ses mains tremblaient. Pendant 30 secondes, personne n'a parlé. Puis Nathalie a ouvert la bouche pour dire quelque chose et n'a pas pu faire sortir les mots. Son visage s'est froissé. Elle a pressé sa main contre sa bouche. Nouveau silence. Finalement, elle a réussi à articuler « je me noyais ». Sous les dettes, sous la peur, dans cette panique terrible et étouffante à l'idée qu'on allait tout perdre. Et je t'ai utilisé comme si tu étais un distributeur de billets. Pas une personne. Pas ma mère. Juste de l'argent. Mamie n'a pas répondu. Chaque nuit, sans exception, depuis l'aéroport, a continué Nathalie, je revois ton visage quand papa t'a dit, rentre simplement chez toi. Je le vois quand j'essaie de m'endormir. Je le vois quand je me réveille. Je n'arrive pas à arrêter de le voir. Et je ne veux pas arrêter de le voir, parce que je mérite de vivre avec cette image pour toujours. Elle a regardé mamie, les yeux suppliants. Pourquoi devrais-je croire que tu as changé? La voix de mamie était ferme. Nathalie a sorti des papiers de son sac. Ce sont les reçus de ma psy. 12 séances jusqu'à présent, 2 fois par semaine. Je travaille pour comprendre pourquoi je place l'argent au-dessus des gens. Pourquoi j'étais prête à détruire la personne qui m'aimait le plus au monde pour la sécurité financière. Elle a posé les reçus sur la table. Et j'ai besoin de te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Elle a pris une grande inspiration. Ma mère. Ton ex-belle-mère du côté de mon père biologique. Elle m'a volé quand j'avais 19 ans. Elle a pris l'argent de mes études universitaires, 5 000 € que j'avais économisés en travaillant depuis mes 15 ans. Elle l'a joué au casino. Les yeux de mamie se sont légèrement écarquillés. J'avais juré que je ne serais jamais comme elle, a poursuivi Nathalie. J'avais juré que je ne volerais jamais ma famille. Que je n'utiliserais jamais les gens pour de l'argent. Et puis je suis devenu exactement cela pour toi. J'ai répété le cycle que j'avais juré de briser. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose changer sur le visage de mamie. Pas du pardon, mais de la compréhension. Que fais-tu en thérapie, ai-je demandé, parlant pour la première fois. Concrètement. J'affronte la raison pour laquelle je panique à propos de l'argent, pourquoi je perds pied, pourquoi je me suis convaincu que la survie justifiait n'importe quel moyen, y compris détruire ma relation avec ma mère. Elle a essuyé ses yeux. Ça me détruit. De voir ce que j'ai fait. Le minuteur a sonné. 45 minutes. Mamie a levé la main. J'ai besoin de dire quelque chose. Tout le monde s'est tu. Nathalie, je ne vivrai plus jamais avec toi. Je ne te donnerai plus jamais d'argent. Je ne signerai jamais rien de ce que tu me demanderas de signer. Je ne te ferai plus jamais confiance comme avant. Si tu peux accepter cela, nous pouvons essayer de reconstruire quelque chose, mais ce ne sera jamais ce que c'était. Nathalie a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. J'accepte. Je ferai n'importe quoi. Je prendrai tout ce que tu es prête à me donner. Mamie s'est levée. C'est l'heure.
Nathalie s'est levée aussi. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux te serrer dans mes bras? Mamie a hésité. 5 longues secondes. Puis elle a autorisé une étreinte brève et rigide. Nathalie a sangloté sur son épaule. Mamie lui a tapoté le dos 1 fois, 2 fois, puis s'est reculée. Je ne te pardonne pas encore, Nathalie, mais je ne te déteste pas non plus. C'est le mieux que je puisse faire pour le moment. Nathalie est partie. Sophie a rassemblé ses notes. Mamie s'est rassise, épuisée. Comment te sens-tu, ai-je demandé. Comme si je venais de courir un marathon, a-t-elle répondu. Mais plus légère. Juste un tout petit peu plus légère. De juillet à novembre, Nathalie est venue en visite 1 fois par mois. Toujours en ma présence, toujours à l'appartement ou dans des lieux publics. Elle parlait de chaussures, la météo, les livres, les émissions de télé, les cours d'aquagym de mamie. Nathalie apportait de petits cadeaux, des fleurs, un livre dont mamie avait dit avoir envie, rien de cher, rien qui donne l'impression d'acheter le pardon. Lentement, pas à pas, quelque chose ressemblant à une relation a commencé à se former. Pas l'ancienne relation, celle-là était morte. C'était quelque chose de nouveau, prudent, encadré par des limites. En septembre, Nathalie a mentionné « Victor veut te voir, lui aussi. Quand tu seras prête ?» Mamie n'était pas encore prête. Le 12 octobre 2026. Le jour de mon mariage. Une petite cérémonie de 50 invités. Olivier et moi avons échangé nos vœux dans un jardin, les feuilles d'automne tombant autour de nous. Mamie était assise au premier rang dans une robe violet foncé, rayonnante. Nathalie et Victor étaient assis au fond, séparés de mamie par 6 rangées d'invités. Ils avaient été invités, mais avec des règles strictes, ils pouvaient assister à la cérémonie, mais ils ne pouvaient pas s'asseoir avec la famille. Pendant la réception, mamie a dansé avec moi. Pas une danse mère-fille. Ce n'était pas son rôle. Mais un moment grand-mère-petite-fille. Nous avons balancé au rythme d'une vieille chanson qu'elle adorait. Je suis fière de toi, Margot, a-t-elle chuchoté. Pour t'être affirmée, pour avoir choisi ce qui était juste, même quand c'était dur. J'ai appris de la meilleure, ai-je répondu. Après la réception, alors que les invités partaient, Victor a approché mamie. C'était la première fois qu'ils se retrouvaient face à face depuis l'aéroport, 10 mois plus tôt. Éléonore, a-t-il dit. Puis-je avoir 1 minute de votre temps? Mamie a hoché la tête. Ils sont sortis dans le jardin, à l'écart de la foule. J'ai observé de loin, mais je ne pouvais pas entendre. Quand ils sont rentrés, le visage de mamie était pensif. Les yeux de Victor étaient rouges. Plus tard, elle m'a raconté ce qu'il lui avait dit. Il s'était excusé. Pas pour la forme. De vraies excuses. Il a dit qu'il avait été un lâche. Que Nathalie était désespérée, mais qu'il aurait pu l'arrêter et qu'il ne l'avait pas fait. Qu'il avait choisi l'argent au lieu de la famille et qu'il avait perdu tout ce qui comptait. Qu'est-ce que tu as répondu? Je lui ai dit de finir de payer, de continuer à soutenir Nathalie dans sa thérapie, et que peut-être dans 1 an on pourrait discuter davantage. C'est généreux. Je ne le fais pas pour lui, Margot. Je le fais pour moi. Je ne veux pas passer le reste de ma vie remplie d'amertume. Le 15 décembre 2026, exactement 1 an après que mamie eut vendu la maison, le 12e et dernier paiement est arrivé, 3 583 €. Total payé, 43 000 €. Chaque centime qu'ils avaient pris, plus les dommages. Je l'ai déposé. Mamie a mis son carnet à jour. Décembre. 12/12e. Terminé. Elle a fermé le carnet et s'est adossée à sa chaise. Qu'est-ce que ça fait, ai-je demandé. Comme de refermer une blessure, a-t-elle dit. C'est toujours une cicatrice. Ce sera toujours une cicatrice, mais elle est refermée. Le jour de Noël 2026. Pour la première fois en 1 an, mamie a accepté une réunion de famille dans mon appartement. Olivier et moi recevions. Victor, Nathalie et mamie tous dans la même pièce. C'était gênant, guindé. Personne ne savait trop quoi dire, mais on s'est débrouillé. Nous avons dîné. Nous avons échangé de petits cadeaux inoffensifs. Nathalie m'a aidé dans la cuisine à un moment donné. Margot, a-t-elle dit doucement.
Merci de ne pas avoir complètement renoncé à nous. Je ne l'ai pas fait pour toi, ai-je dit. Je l'ai fait pour mamie. Je sais. Mais quand même. Merci. Avant que mamie ne parte ce soir-là, Nathalie l'a prise dans ses bras à nouveau, plus longtemps cette fois. Mamie lui a rendu son étreinte, plus fermement qu'avant. Joyeux Noël, Nathalie. Joyeux Noël, maman. Ce n'était pas la guérison. Pas encore. Mais c'était déjà ça. Nous sommes maintenant en décembre 2025 au moment où je vous raconte cette histoire. Presque un an depuis ce matin-là à l'aéroport. Mamie a fêté ses 72 ans le mois dernier. Elle s'épanouit. Son appartement est lumineux et rempli de plantes. Elle vient de rentrer d'une croisière en Alaska avec ses amis du club de lecture, un voyage qu'elle s'est payé elle-même avec de l'argent qu'elle a choisi de dépenser. Nous dînons ensemble tous les mercredis. C'est notre rendez-vous incontournable. Parfois, Olivier se joint à nous. Parfois, nous sommes juste toutes les deux à regarder Question pour un champion comme nous le faisons depuis 29 ans. Mes parents viennent lui rendre visite une fois par mois. Ils remboursent toujours leurs créanciers à petit feu. Honnêtement, ils sont toujours en thérapie, tous les deux. Sommes-nous guéris? Non. Leur ferons-nous un jour totalement confiance? Probablement pas. Mais on essaie. Et mamie m'a appris qu'essayer avec de la responsabilisation et des limites, c'est suffisant. Elle m'a aussi appris autre chose, qu'être gentil ne signifie pas être un paillasson. Que aimer sa famille ne veut pas dire la laisser vous détruire. Que pardonner n'est pas la même chose qu'oublier. Et que ce n'est certainement pas la même chose que de laisser les gens revenir sans condition. Laissez-moi vous dire ce que j'ai appris de tout cela. La maltraitance des personnes âgées n'est pas toujours physique. Elle est souvent financière. Elle vient souvent de la famille. Et elle est souvent invisible jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si vous avez des parents, des grands-parents, des proches âgés, prenez de leurs nouvelles. Pas seulement, comment ça va, mais qui gère ton argent? Te met-on la pression? Te sens-tu en sécurité? Une personne âgée sur 10 subit une forme d'abus. La plupart ne le signalent jamais. Soyez attentifs aux signes avant-coureurs, des retraits importants et soudains, des membres de la famille qui contrôlent les finances mais se montrent discrets à ce sujet, de l'anxiété face à l'argent malgré la présence d'économies, des signatures inexpliquées sur des documents. L'isolement vis-à-vis des amis et du reste de la famille. Si vous voyez ces signes, parlez-en. Soyez la personne que j'ai été pour ma grand-mère, parce qu'elle ne pouvait pas se sauver seule. Elle avait besoin d'un allié. Ma grand-mère a 72 ans. Elle est veuve, retraitée, pas riche. Mais quand sa propre fille a essayé de la voler, elle a pris le contrôle. Elle a vendu sa maison. Elle a protégé son argent. Elle a fixé des limites si dures qu'elle pourrait rayer le verre. Et elle s'épanouit. Être gentil ne veut pas dire être faible. Aimer sa famille ne veut pas dire la laisser vous détruire. Et le pardon ne veut pas dire l'oubli. Cela ne veut pas dire laisser les gens revenir dans votre vie sans qu'ils aient prouvé qu'ils ont changé. Ces inconnus dans la maison, la famille Moreau, ils sont merveilleux. Hugo et sa femme Julie élèvent 2 magnifiques enfants dans la maison que mon arrière-grand-père a construite. Mamie leur rend parfois visite. Elle adore voir les jouets d'enfants éparpillés dans le salon, là où se trouvait autrefois son canapé. Elle a choisi cela. C'était sa décision, pas la leur. Alors, voici mon message, si quelqu'un que vous connaissez est victime d'abus, surtout une personne âgée, protégez-la. Respectez son autonomie. Levez-vous, même quand c'est difficile. Et si vous êtes la personne âgée victime d'abus, sachez ceci, vous n'êtes pas impuissant. Vous avez des options. Vous avez des droits. Et vous méritez mieux que des personnes qui vous considèrent comme un obstacle ou un distributeur de billets. Documentez tout. Trouvez un allié et reprenez le pouvoir. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Ma grand-mère l'a prouvé. Et si son histoire peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à reconnaître les signes avant-coureurs, à défendre quelqu'un de vulnérable ou à reprendre le contrôle de sa propre vie, alors tout ce que nous avons traversé en valait la peine.